Alors, comme Claire le disait, là, ça fait quand même 42 ans que je suis en Saskatchewan, mais la généalogie était quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'étais à la recherche de mes ancêtres. Je suis à peu près le seul dans ma famille que ça a vraiment eu, qui a eu de l'intérêt pour ça. Puis ça s'est accentué quand une de mes petites filles, à un moment donné, avait un travail de classe à faire sur ses origines. Donc, comme elle était à la fois acadienne et francescoise, j'ai commencé à essayer de lui présenter ça de façon assez facile à l'époque et ça s'est finalement accentué. Et j'ai maintenant, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous parler, c'est un projet que j'ai dans la tête depuis plusieurs années et qui va être destiné à mes enfants et petits-enfants. C'est un livre qui va raconter l'histoire, finalement, des différentes familles qui constituent notre famille. Pour l'instant, c'est les Vézina, mais il y a aussi les Giroux, les Blanchard et les Poirier. Alors, ça va être 4 éléments, mais ça risque d'être assez considérable comme document comme tel. Alors, sans plus tarder, je vais partager l'écran. Ah, voilà. Oui. Donc, je vais vous diviser ça. J'ai divisé ça pour la présentation aujourd'hui en plusieurs sections. Alors, premièrement, on va vous parler un petit peu des Vézina. Ensuite, le déroulement de la ligne du temps, l'ère géographique des Vézina et parler de quelques Vézina célèbres en cours de route. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé Vézina, c'est de où? Ça ne sonne pas tout à fait français, ça sonne plutôt italien, espagnol, puis qu'est-ce que ça veut dire le mot Vézina? Dernièrement, on vient de découvrir que nos lointains ancêtres viennent de l'Espagne. Alors, c'est quelque chose qu'on ne savait pas, c'est des recherches qui ont été faites, mais qui ont été arrêtées par la COVID. Alors, Vézina, ça a plusieurs sens. Euh, on parle d'une vésine, d'une vésine qui est un vent du sud-ouest qui serait particulier à certaines régions du Rhône en France. Et une vésinée, c'est une averse. Mais vésin ou vésin, c'est voisin et vésinet, petit voisin. Alors, c'est des différentes formes qu'on trouve du nom Vézina. Et il y a toutes sortes de variations du nom au cours des siècles. Entre autres, dans la partie espagnole, là, ce qu'on vient de découvrir, c'est que ça s'écrivait Vésinos. Je sais pas, on ne sait pas comment ça se prononçait exactement parce qu'il y a une évolution de l'espagnol et aussi une évolution du français. Alors, on a retrouvé dans les documents toutes sortes de formes. Alors, il y a Vézina avec un S au milieu puis un S à la fin. Il y a Vézine, Vézinet, Vézin, Véziné que vous avez vu tout à l'heure. Il y a Vézinet avec un E-Y, un E-T-S. Et pour ça, on sait que c'est une variation des sons en français. Le E-T-S se prononçait probablement très proche du A-S à l'époque. Il y a Voisina avec un T, il y a Vézina avec un S et un T. À partir de 1764, le T tombe. Ensuite de ça, le S devient le Z, mais il n'y avait pas d'accent. Et l'accent est plutôt contemporain de la fin du 19e siècle à peu près. Aux États-Unis, dans le Midwest américain, par exemple, dans le Dakota, dans le Nebraska, il y a des Vézina, mais ça s'écrit V-I-S-N-A-W. Il y a aussi des Visner. Ça, on trouve ça beaucoup dans la région du Michigan, puis aussi dans l'État de New York. Pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces façons d'écrire? Et en passant, actuellement, en France, ça s'écrit ils ont l'ancienne forme, V-E-S-I-N-A-T. Donc, pourquoi toutes ces variations-là? C'est parce que, la transmission des noms, des mots était orale, donc on n'était pas certain de qu'est-ce que la personne qui le prononçait puis la personne qui l'entendait, comment ça s'écrit. Il y avait une interprétation du nom par les prêtres et les notaires aussi, qui était plus ou moins analphabète. Il y avait des anglophones qui ne comprenaient pas le nom aussi, ce qui donne des trucs comme Vizina et Visner. Et je pourrais vous en raconter des meilleurs que ça, probablement.
Sastel n'a toujours pas compris comment est-ce que mon nom s'écrivait. Alors, j'en vois de toutes les couleurs avec eux autres. Et il y a aussi le fait que la langue française a évolué parce que les Vézina étaient, quand ils ont immigré de l'Espagne vers la France, étaient dans le sud de la France, donc dans la langue occitane, qui était un peu différente de la langue du Nord, qui était la langue d'Oil. Donc, jusqu'à temps qu'on s'adapte tous à la langue de la région de Paris, de l'île de France, eh bien, ça a varié beaucoup. Alors, je ne vous lirai pas tout, là, vous irez voir ça. J'ai mis une ligne du temps parce que c'est en référence, comme je vous parlais avec mes enfants et petits-enfants, de savoir, OK, par rapport au Vézina, qu'est-ce qui se passait dans le monde? Évidemment, surtout le monde de la France puis le monde de la Nouvelle-France. Ben, en 1504, on sait que les Vézina habitent la Castille. C'est sous le règne d'une reine qui s'appelait Jeanne la Folle et qui était l'épouse de Philippe le Beau. Et vers 1520, on sait qu'ils quittent le royaume de Castille. Ils vont s'établir dans le sud de la France comme tel. 1534, Jacques Cartier vient en Amérique du Nord. En 1570, on les retrouve en Auvergne. Et en 1589, Michaud Vézina, j'utilise quelquefois le nom Michaud. Michaud, c'est une ancienne forme du prénom Michel. Et ses frères René et Jean et leur sœur André fuient le village de Vézina, un village qui portait leur nom. Et les trois hommes sont des maçons, et ça veut dire qu'ils savent compter, qu'ils savent écrire. Et on est à l'époque des Huguenots, et ils vont être embauchés par la famille de Kiev ou de Kiev, je ne sais pas trop comment ça se prononçait, qui étaient des Huguenots, c'est-à-dire des protestants. Alors, il faut se souvenir que lorsqu'on était embauché par un seigneur, parce que les Kiev, c'était des seigneurs, et on prenait la religion du seigneur, qui lui-même prenait la religion du roi. Alors, Henri IV était protestant au point de départ, il a dû se convertir au catholicisme, mais avait été quand même ouvert à la question du protestantisme. Alors, ceux qui ont étudié l'histoire de France, vous savez qu'il y a eu beaucoup, ça n'a pas été gai, la question protestante. Alors, donc, 1604, Pierre Dugas-Desmonts s'établit sur l'île Sainte-Croix, qui est au Maine aujourd'hui, mais il va rester là seulement une saison et il va déménager ensuite en Acadie. En 1608, c'est Québec qui est fondé par Samuel de Champlain. 1610, c'est Henri IV qui est poignardé. Donc, les affrontements entre catholiques et protestants vont être assez marquants par la suite des choses. Mais en 1611, on n'est pas trop certain de quel endroit. Dans la région de La Rochelle, en tout cas, mais on n'est pas plus sûr que ça. 1617, c'est l'arrivée de Louis Hébert et de Marie Rollet à Québec. C'est le premier cultivateur qui arrive et c'est la première femme qu'il y a en Nouvelle-France. Il y en a peut-être eu avant, mais on ne les connaît pas, en tout cas. Mais la première femme légale et officielle qui est en Nouvelle-France. Et en passant, Louis Hébert a eu beaucoup de problèmes avec les fonctionnaires français à l'époque aussi, mais c'est une autre histoire qu'on pourrait raconter plus tard. Alors, les Vézina, il y a le siège, ah oui, c'est le début du siège de La Rochelle en 1627 et qui va durer un an. Et les Vézina sont à La Rochelle à ce moment-là. Ils doivent sortir de La Rochelle et j'ai une diapo qui n'est pas tout à fait à la bonne place. OK, j'ai sauté une chose. Alors, La Rochelle, c'était là où les protestants avaient fini par... C'était le dernier bastion protestant en France à ce moment-là.
Et Louis XIII en avait assez de La Rochelle, qui était devenue une ville très puissante. Alors, il a demandé au cardinal de Richelieu de faire le ménage et d'en venir à bout. Alors, il y a eu le siège de La Rochelle qui a duré à presque un an. On estime qu'il y avait 28 000 personnes à La Rochelle au début du siège. Quand le siège de La Rochelle a terminé, il restait 5 400 personnes exactement. Alors, les Huguenots qui ont survécu ont été obligés de devenir catholiques ou, et à point de suspension, dans ce temps-là, le ou voulait dire à peu près c'est fini, point. On va être choses comme ça. Alors, je reviens à mon point de départ parce que ma diapo n'a pas été à la bonne place. Donc, en 1634, il y a 200 filles qui sont envoyées au Québec en Nouvelle-France, mais ce n'est pas les filles du roi. Ce sont 200 filles qu'on appelait les filles à marier pour essayer de combler le manque à gagner au niveau des familles là-bas. 1640, Jacques Vézina se marie avec Marie Boisdon. Et en 1642, c'est la naissance de François Vézina, le fils aîné de Jacques Vézina. 1642, c'est la fondation de Ville-Marie. Alors, je vais vous parler un petit peu de Jacques Vézina. On pense qu'il est né à Puyraveau, qui est dans la province d'Onis, qui est maintenant une partie de la Charente-Maritime. Puyraveau n'était pas loin de La Rochelle. Il a marié Marie Boisdon à Saint-Rogatien, qui est une partie de La Rochelle, et il était tonnelier. Le tonnelier, c'était un métier qui était très demandé à l'époque parce que c'était la seule façon qu'on pouvait transporter les marchandises. Il était marchand à La Rochelle et suite au siège de La Rochelle, ben, les conditions de vie à La Rochelle étaient très, très, très difficiles. Alors, il y avait deux possibilités. Ou il pouvait aller en Nouvelle-France, ou il pouvait aller dans les Antilles. D'une manière ou d'une autre, il avait fallu qu'il se convertisse quand même au catholicisme. Il a donc choisi la Nouvelle-France, probablement parce que Marie Boisdon, le cousin de Marie Boisdon, avait émigré en Nouvelle-France à l'époque et ça a été le premier tavernier, sa première taverne, et qui était aussi une pâtisserie en Nouvelle-France. Et il y avait quand même des relations là, entre les familles. Donc, en 1659, ils arrivent à Québec. L'année suivante, il achète une terre qui est à 2 km environ à l'est de ce qu'on appelait le Sault-Montmorency, la chute de Montmorency. On dit qu'en 1667, il y avait 3 bêtes à cornes et 8 arpents de terre. Il est le premier marguillier de ce qui va devenir la paroisse de l'Ange Gardien. Et on sait qu'en 1681, il avait déjà donné sa terre à son fils le plus jeune, François le Puiné. Il décède le 28 janvier 1687, son épouse le 28 décembre 1687. Il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de photo. Évidemment, la photo n'existait pas à cette époque-là. On ne sait pas exactement trop à quoi, sauf que sur un document, il est mentionné qu'il mesurait 1,75 m, donc à peu près 5 pieds 7, 5 pieds 8 aujourd'hui. À notre connaissance, il a eu 2, 4, 6, 8 enfants. Moi, je descends de la lignée, vous voyez, François Vézina avec Jeanne Marié en vert, moi, je descends de cette lignée-là. Il y a eu Marie Vézina qui était ancêtre des Hauts-Sangs. Tous les O-S-S-A-N-T, aujourd'hui, c'est écrit A-U-S-S-A-N-T, au centre de Gravelbourg. Il y a des liens très, très loin avec moi. Anne Vézina a marié un Brisson. Louise Vézina a marié un Garnier. Et ça a donné aussi les familles Grenier. Il y a Jacques et Pierre Vézina qui sont décédés à 1 an. Et il y a eu François Vézina, la deuxième lignée, qui lui a marié Marie-Clément. Et finalement, Jeanne Vézina, qui n'est pas venue en Amérique, mais qui a eu en tout cas, on sait qu'elle s'est mariée, on ne sait pas avec qui, mais on sait qu'elle a eu des enfants. Pourquoi 2 François Vézina? Parce qu'à l'époque, la coutume, c'était de donner le nom de l'enfant au parrain de l'enfant. Alors, ça a donné que dans les 2 cas, ils sont appelés François. On les distingue en disant François l'aîné et François le puiné ou François le cadet. C'est comme ça qu'on fait la différence.
Tonnelier, juste pour vous dire vite, c'était donc un métier qui était très important à l'époque. Il y avait différents types de tonneaux, il y avait différentes façons de faire des tonneaux, il y avait différentes grosseurs. On les faisait principalement en chaîne. Je ne rentrerai pas dans la description que là, je vous laisse le soin de lire ça. Le siège de La Rochelle, on l'a passé tout à l'heure. Alors, encore là, donc, on sait que Jacques Vézina est arrivé sur un navire d'Abraham. Et sur ce navire-là, il y avait un personnage assez connu à l'époque qui était François Montmorency de Laval, qui va devenir le premier évêque de Québec. Alors, je vous parlais de François, le fils aîné. Alors, on sait qu'il est né en 1642 à La Rochelle. Il est arrivé avec ses parents et ses 3 sœurs. François, le plus jeune, était trop jeune pour traverser et Jeanne aussi, parce qu'elle venait de naître. Elle avait à peu près 1 mois lors du départ. Elle a été confiée à une parente en France et le petit garçon aussi. Le petit garçon a traversé quelques années plus tard. Lui, il a acquis une terre juste à côté de son père. Il avait 24 ans, mais il n'était pas majeur. Et on était majeur à 25 ans à cette époque-là. Alors, en 1670, il y a une fille du roi qui arrive à Québec avec d'autres filles, là, mais qui s'appelle Jeanne Marié. Donc, ils vont l'épouser. Elle est arrivée le 31 juillet. Ils vont s'épouser le 29 octobre. Alors, si vous faites le calcul, août, septembre, octobre, ça a pris 3 mois. Elle va décéder lors de son 8e accouchement. Il va devenir veuf avec son enfant, mais il ne s'est pas remarié. On sait qu'il est décédé à l'automne de 1700, mais on ne sait pas exactement de quoi. Mais on pense qu'il s'est peut-être noyé en allant à la pêche. Sur la diapo suivante, vous avez tout ma lignée à partir de l'ancêtre le plus lointain en France. Alors, Michaud Vézina, l'autre Michaud Vézina qui a marié Jeanne Ménard, ensuite Jacques Vézina qui a marié Marie Boisdon, François Vézina qui a marié Jeanne Marié ou le marié, Nicolas Vézina qui s'est marié 2 fois. Le deuxième mariage, c'est Marguerite Jolivet. Joseph Vézina qui a marié Marie Parent. Louis-Marie Vézina qui a marié Marthe Réaume. Prisque Vézina qui a marié Félicité Clouette. Joseph Aimé Vézina qui a marié Anastasie Bourbeau. Joseph Arthur Vézina, mon grand-père que j'ai connu, Graziella Grenier. Joseph Apollinaire Jean-Marie Guy Vézina qui a marié Lucienne Giroux, ça c'est mon père. Je savais qu'il s'appelait Jean-Marie, mais j'ai appris qu'il s'appelait Apollinaire et Guy quand il est décédé, par son bulletin de naissance. Et moi-même qui ai marié Pauline Blanchard. C'était toute une poignée, ça, l'Apollinaire? Oui. Ton père avait toute une poignée, le Wonder? Apollinaire, c'était un des frères de mon grand-père. En passant, chez mon grand-père, il était 15, puis chez ma grand-mère, il était 15, puis du côté de ma mère, ils étaient 18. Puis dans les 18, ils étaient 15 chacun. Alors, ça fait beaucoup de monde à la messe. Alors, je vais vous parler un petit peu de la traversée de l'Atlantique. Alors, il n'y avait pas d'avion dans le temps, donc il fallait prendre le bateau, sinon venir à nage, c'était impossible. Il fallait partir à la fin du mois de mars et pas plus tard que le début mai de la France. Et il fallait repartir absolument de septembre au Québec. Les principaux ports de départ étaient Calais, Dieppe, Le Havre, Rouen, Honfleur, Saint-Malo, Morlaix, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Bayonne. Ça prenait de 35 jours à 117 jours pour faire de la France à la Nouvelle-France. C'était plus rapide à partir de Québec à la France parce qu'on avait le vent dans le dos. Mais quand on allait vers la Nouvelle-France, on avait le vent dans la face. Et dépendamment de la température, ça pouvait prendre jusqu'à presque 4 mois pour traverser
l'océan. Alors, il y avait 2 trajets, ou 3 trajets à peu près qu'on suivait. Une ligne droite qui partait de la France en faisant escale à Terre-Neuve et Québec, ou on partait de la France, on faisait escale aux Açores, on remontait avec Québec, ou encore on partait de la France, on allait aux Açores, on descendait aux Antilles et on remontait vers Québec. C'était pas tout un cadeau de traverser la mer à ce moment-là. Il y avait des tempêtes qu'on ne pouvait pas prédire, souvent des naufrages. Il y avait des pirates qui travaillaient à leur propre compte, les corsaires qui avaient une licence des gouvernements pour travailler, pour faire le même job que les pirates. De temps en temps, ils ne vantaient pas. Ça pouvait compliquer la traversée. La nourriture était souvent gâtée par l'eau. Et les 2 maladies qu'on trouvait le plus couramment à bord des navires étaient le scorbut et la variole. Le scorbut, surtout à cause de la nourriture qui n'était pas bonne sur les navires. Ce n'étaient pas des gros navires, c'était des navires qui jaugeaient environ 200 tonneaux et qui mesuraient à peu près 25 mètres de longueur. 25 mètres, là, vous pouvez mettre 3 bungalows, un à côté de l'autre. C'est à peu près la longueur que ça vous donne si vous voulez avoir une idée de ces navires-là. C'était des navires de commerce qui n'étaient pas aménagés pour les passagers du tout. Ils pouvaient contenir de 100 à 600 passagers. La moyenne, c'était à peu près 140 à 160 passagers. Les navires qui faisaient le commerce des esclaves montaient jusqu'à 600. Alors, il faut dire que les esclaves étaient entassés. Ça, c'est le cas de le dire. Les passagers couchaient dans la Sainte-Barbe. Alors, la Sainte-Barbe, c'est l'arrière du navire. Et sur les navires de guerre, c'était dans la Sainte-Barbe qu'on trouvait les munitions. Et de la manière qu'on couchait, on mettait les hommes célibataires d'un bord, les femmes célibataires de l'autre côté et les familles au milieu. Les animaux étaient à l'avant et la cuisine était à l'avant aussi du bateau. On mangeait froid parce que faire un feu sur un navire de bois, on ne faisait pas ça. On se couchait sur des paillasses, des lits ou des brandes. Des brandes, c'était une sorte de hamac qui se tenaient mouillés aussitôt qu'il y avait un peu de vagues ou de tempête. C'était trempe et on restait trempe pour le reste du voyage. Qu'est-ce qu'on faisait au jour le jour quand il faisait beau? On pouvait se promener sur le pont du navire, sur le dessus du navire. On faisait des jeux de société, des jeux de hasard. La musique, c'était surtout des flûtes qu'on faisait de la musique avec. Il n'y avait pas d'accordéon, pas de violon, pas rien à l'époque. On chantait, on faisait de la lecture, de l'écriture. Ça ne devait pas être un cadeau d'écrire sur ces navires-là. On jasait avec les gens et évidemment, on priait beaucoup. 3 repas par jour. Le déjeuner, c'était des biscuits qui étaient très durs. Il fallait les tremper dans de l'eau pour que ça soit mangeable. Et le dîner et le souper, c'était des sortes de potages, des sortes de soupes. Et si on était assez chanceux, les marins réussissaient à capturer des poissons. L'hygiène, il n'y en avait pas. On ne savait pas. Et il faut dire qu'en plus des passagers, les poux se multipliaient très vite. On perdait à peu près jusqu'à 1/3 des passagers dans une traversée. Pas question de garder les cadavres à bord. On jetait les cadavres à la mer. Et évidemment, tout le monde avait mal de mer sur ces navires-là. Et Cervantes, qui avait écrit « Si tu veux apprendre à prier, va sur la mer ». Et on disait que c'était plus dangereux de traverser l'océan que d'aller à la guerre. Il y avait plus de chances de revenir vivant de la guerre que d'une traversée de l'océan. Donc, nos amis se sont rendus à Québec et en 1663, il va y avoir un événement qui va marquer l'époque, c'est le tremblement de terre de 1663. D'après les sismographes, c'est un des plus violents tremblements de terre qui a eu lieu en Amérique du Nord. D'après les écrits, d'après les interprétations qu'on a de l'époque, la magnitude aurait été de 7,3 à 7,9. Évidemment, l'échelle de Richter n'était pas encore créée à cette époque-là. Donc, on se fie, entre autres, aux écrits des religieuses qui ont beaucoup écrit sur l'époque. La première secousse a été enregistrée le 5 février 1663 à 17h30 et l'épicentre se trouvait
à l'embouchure de la rivière Saguenay. On a rapporté 34 secousses au cours des 7 mois suivants. Dans la population connue, blanche, disons française, anglaise et autochtone qu'on connaissait, il n'y a pas eu de décès rapportés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, parce qu'on ne connaissait pas toutes les populations amérindiennes de l'époque. À Baie-Saint-Paul, il y a une partie de la rive qui s'est détachée, et aujourd'hui, on appelle ça, c'est un beau petit village qui s'appelle les Éboulements, où la place s'est détachée. Donc, en haut du cap, il y a les Éboulements. En bas du cap, il y a un endroit qui s'appelle Saint-Joseph-de-la-Rive. Et au large de Saint-Joseph-de-la-Rive, il y a l'île aux Coudes. Alors, ce tremblement de terre-là, on l'a ressenti au minimum jusqu'à Montréal et à peu près ce qu'on appelait dans le temps la Nouvelle-Belgique, qui est maintenant la ville de New York. C'est appelé Nouvelle-Belgique, après ça, Nouvelle-Amsterdam et ensuite New York. Pourquoi Nouvelle-Belgique? Parce que la Belgique était un territoire hollandais à l'époque. Alors, une anecdote qu'on retient de ça, c'est que les prêtres entendirent des milliers de confessions et on devint tout à coup beaucoup plus croyants. Alors, il y a un problème en Nouvelle-France à l'époque où les Vézina sont arrivés. Il y a environ 14 hommes pour une femme, 14 à 15 hommes pour une femme. Et en Nouvelle-Angleterre, on est déjà rendu à tout près de 10 000 personnes, alors qu'en Nouvelle-France, on est autour de 2 000, 3 000 à peu près. Alors, Louis XIV décide qu'il veut avoir du monde en Nouvelle-France, confie ça voyons, j'oublie son nom, là. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, Louis XIV veut qu'on peuple la Nouvelle-France et il y a un bonhomme qui arrive en France qui s'appelle Jean Talon, qui va être responsable de la justice, de la police, des finances en Acadie et en d'autres pays de la France septentrionale, donc tout ce qui était territoire à ce moment-là. Alors, donc, c'est là que commence l'épopée des filles du roi. Donc, je vous mentionnais le contexte. La Nouvelle-France avait été fondée principalement pour le commerce des fourrures. Donc, c'est surtout des hommes qui ont traversé. Je vous mentionnais tout à l'heure l'arrivée de Louis Hébert et de sa femme Marie Rollet, qui ont été vraiment le premier couple à Québec. Et en 1666, on disait qu'il y avait 719 célibataires et 45 filles à marier seulement. Donc, sous l'égide de Louis XIV, on décide d'envoyer des filles en Nouvelle-France. On les appelait filles du roi parce qu'elles étaient elles n'étaient pas les filles de Louis XIV. Il n'y en a pas fait, il y en a eu à peu près 800 qui ont traversé, mais elles étaient sous sa responsabilité. Malgré bien que Louis XIV aurait pu en faire quelques-unes là-dedans, il était reconnu pour avoir beaucoup d'autres relations qu'uniquement son épouse. Donc, théoriquement, il veillait sur ces filles-là. On se chargeait des dépenses du transport et de l'établissement des filles et on leur octroyait 50 livres pour qu'elles puissent se marier en Nouvelle-France. Ces 50 livres-là, il y a une partie des filles qui ont réussi à le toucher, mais comme c'est beaucoup d'administration, des fonctionnaires, il y a de la corruption, et il y en a une bonne partie des filles qui n'ont jamais vu la couleur de ces 50 livres-là. Donc, on estime à environ 800 le nombre de filles qui ont traversé sous l'égide des filles du roi. Les chiffres varient de 775 à 900. Pourquoi ça varie tant que ça? Premièrement, les statistiques ne sont pas fiables. L'endroit où il y en aurait le plus, c'était à Paris, mais il y a eu un incendie à Paris qui a détruit une partie des chiffres. On a pu reconstituer une partie. Donc, il nous a des données là-dessus.
Comme je vous mentionnais tout à l'heure, on en a perdu quelques-unes qui sont décédées dans le voyage entre la France et la Nouvelle-France. Il y en a 3 pour certains qui ont été enlevés par les Iroquois à leur arrivée à Québec. Et on ne les a jamais revus. Ensuite de ça, il y en a une qui a été retournée pour mauvaises mœurs en France. Alors, est-ce qu'on la comptait ou on ne la comptait pas? On ne sait pas. Et il y en a à peu près une quinzaine aussi que ce n'était pas leur vie qui ont retourné en France aussi. Alors, il y a des difficultés là, dans le nombre, mais on dit en général 800, puis c'est un bon nombre. Je vous ai marqué leur origine. Là. Vous allez remarquer que le plus grand nombre venait surtout de l'Île-de-France, de l'Orléans et de la Beauce. Donc, 322 dans une des statistiques. Et il y en avait quelques étrangères aussi, une d'Allemagne, une d'Angleterre, une du Portugal et une de la Suisse. La plupart étaient célibataires d'origine modeste. Quelques filles de haut rang, de la petite noblesse. Elles étaient issues pour la plupart de familles terriennes. La plupart étaient orphelines. Il y avait quelques veuves, donc étaient pauvres. Qu'est-ce qu'on recherchait? Des filles qui étaient robustes, aptes au travail et catholiques. Si elle était protestante, elle devait se convertir. Et comme j'expliquais à Claire quand on a fait la pré-production de la présentation, Claire n'aurait pas répondu aux critères des filles de l'époque. Ça prenait des femmes costaudes parce que même si elles étaient enceintes et qu'elles en faisaient beaucoup, elles travaillaient entre autres beaucoup dans les champs aussi. Alors, ça prenait des femmes qui étaient très, très endurcies comme telles. Alors, le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Colbert. Et il a embauché des recruteurs pour trouver ces filles-là. On les a trouvées surtout dans les maisons de charité, qui étaient des espèces d'orphelinats, et dans les hôpitaux généraux. Et il y en a plus d'un tiers qui viennent de la Salpêtrière, qui était l'hôpital. Aujourd'hui, ça existe encore, la Salpêtrière, mais c'est vraiment un hôpital général. Mais dans le temps, la Salpêtrière, c'était un orphelinat. C'était là qu'on envoyait des filles. Il y avait les filles du roi, les futures filles du roi qui étaient là. Il y avait des filles de joie aussi qui étaient là. Ça servait d'école. C'était une prison, c'était un hôpital. C'était même un endroit où il y avait des religieuses. En tout cas, c'était pas un endroit qui était très agréable à vivre comme tel. Donc, quand on a affaire à une partie de ces filles-là, s'ils voulaient venir en Nouvelle-France, eh bien, elles ont sauté sur l'occasion parce que leur avenir n'était pas nécessairement des meilleurs comme tels. Alors, on les a majoritairement retrouvés à Paris, La Rochelle, Rouen et Dieppe. Évidemment, le clergé s'en est mêlé aussi. À chaque contingent de filles du roi, il y avait des femmes qui étaient bien recommandées pour maintenir une discipline rigoureuse et s'assurer que la pénible traversée de 3 mois se déroule bien. Donc, le voyage durait à peu près 3 mois. Et selon ce qu'on disait à l'époque, il était plus dangereux de traverser la mer qu'aller à la guerre. Donc, elles arrivent à Québec et elles sont logées et nourries jusqu'à leur mariage. Sur la diapo suivante, vous avez 2 images. Celle en haut qui montre les filles qui débarquent du bateau. Écoutez, là, ça, c'est vraiment l'imaginaire. Les filles, ils venaient de passer 3 mois sur un bateau. Ils n'étaient pas lavés. Ils n'étaient certainement pas dans ce que l'image nous représente ici. Par contre, l'image d'en bas est beaucoup plus proche de la réalité de ces filles-là une fois qu'elles étaient mariées. Donc, on organise des soirées et elles cherchent des hommes ayant une maison et une terre. Et les hommes, eux autres, cherchent des femmes les mieux portantes pour le travail de la ferme. Et on les présente les uns aux autres. Il y a environ 15% des premiers contrats de mariage qui vont être annulés. Elles vont faire un 2e contrat, puis il y en a même quelques-unes qui vont faire un 3e contrat. Les mariages se déroulent à l'église où il y a des églises, surtout à Québec, évidemment. Et ça se passe environ, il y en a qui vont se marier 2 mois après, puis il y en a qui ça va aller jusqu'à 5 mois. Elles vont donner naissance à 4500 enfants. Elles vont vivre 40 ans de plus que leurs consoeurs de France. Donc, les filles qui arrivaient ici avaient autour de la vingtaine. Elles vont aller à peu près jusque dans la soixantaine, certaines plus vieilles que ça même.
les défis qu'elles vont avoir à affronter, c'est qu'elles n'étaient pas préparées aux difficultés de la vie paysanne canadienne, même si elles venaient de terre en France, ce n'était pas la même réalité du tout. Il fallait partir de zéro ici. Et elles ont relevé le défi, entre autres, la richesse en ressources alimentaires, parce qu'il y avait des meilleures nourritures en France. Les impacts que ces 800 jeunes femmes-là ont eu, ben, premièrement, on l'a dit, elles ont augmenté la population. Comme elles venaient de régions très différentes, il y a eu un brassage culturel et social. Le plus gros bloc venait de la, comme j'ai mentionné tout à l'heure, venait de la région de l'Île-de-France, donc la région de Paris, et elles ont unifié le français en sol canadien. Parce qu'au Canada, là, on parlait le normand, on parlait le breton, on parlait le charentais, on parlait la langue du Maine, en tout cas, on parlait toutes sortes de langues. Les gens de la haute société qui venaient de la France, qui gouvernaient la Nouvelle-France, eux parlaient le français. Elles sont les ancêtres maternels de milliers d'individus vivant en Amérique du Nord. On estime, d'après le fichier Balzac, qui est un outil de recherche de l'université, du réseau des universités du Québec, qu'il y a environ 80% des Québécois et des Canadiens français en général qui auraient soit directement ou indirectement une fille du roi dans leur lignée généalogique. Et on porterait environ 9% de nos gènes viendraient des filles du roi aussi. Alors, qu'est-ce qu'une fille du roi emmenait avec elle? Ben, vous avez une liste là des habits, un coffre, des aiguilles, des épingles, couteaux. Écoutez, il n'y avait pas un Walmart sur lequel on pouvait retourner si on avait besoin de quelque chose. Et si on avait oublié de quoi en France, ben écoutez, ça partait, vous envoyez le mot une année. Si le bateau ne coulait pas, ça arrivait là-bas. Ça prenait une autre année pour avoir le morceau, si le bateau ne coulait pas non plus. Alors, donc, il fallait tout prévoir. Alors, Jeanne, qui était quand même une orpheline, elle a eu le 50 livres. Puis 50 livres, ça vaudrait aujourd'hui à peu près 1810 dollars comme tel. Donc, une livre, ça vaut 24 euros ou 36 dollars canadiens. Donc, elle était quand même assez bien, si on veut, en termes de biens. Alors, on sait qu'elle est née à Saint-Sulpice, qu'elle était orpheline de sa mère, qu'elle est arrivée sur le Saint-Jean-Baptiste, qu'elle a passé un premier contrat de mariage pas longtemps, 2 jours après être arrivée, le 31 août, qu'elle a passé un autre, qu'elle a résilié, qu'elle a passé un autre avec François, qu'elle s'est mariée à Château-Richer. Elle a eu 8 ans, elle est décédée au 9e enfant. Et vous voyez, elle savait écrire, donc elle a signé son nom. Et ensuite, je ne dirais pas. Aujourd'hui, l'autre événement majeur qui est survenu, c'est la prise de Québec par Wolfe. Et François, comme j'avais mentionné, avait acheté une terre au-dessus des chutes Montmorency et son fils juste à côté. Alors, lors de la guerre de la conquête, avant la prise de Québec, la bataille des Plaines d'Abraham, il y a eu la bataille de Beauport. Et lors de la bataille de Beauport, Wolfe et ses soldats ont escaladé le pan est des chutes Montmorency et se sont retrouvés chez un descendant de Jacques et François Vézina. Ont pris possession des lieux, ils ont même évacué une dame qui était là, qui était malade. Et aujourd'hui, la maison existe toujours. Si vous allez à Québec et vous allez au parc de la chute Montmorency, vous pouvez aller voir la maison et la visiter. Aujourd'hui, c'est un centre culturel. Pour le reste, je ne rentrerai pas vraiment dans les détails parce que c'est vraiment
ça. En 2009, il y a eu la création de l'Association des Vésinas d'Amérique. Alors, c'est notre base. Notre devise, dynamisme et ténacité, a envoyé la chute de Montmorency, puis on a pris la photo de façon où est-ce qu'on voit le haut, où les terres étaient à l'origine. Et grâce à la création de... Jusqu'en 2009, les recherches étaient vraiment dispersées. Avec la création de l'association, il y a des recherches qui ont pu être faites en France. Et en France, on ne trouvait pas de pistes de Vézina. Et finalement, on est venu à bout de comprendre pourquoi. C'est nous, on cherchait, quand je dis nous, c'est des chercheurs qui travaillaient, des bénévoles qui travaillent là-dessus. On cherchait dans les registres catholiques. Et comme on a découvert qu'ils étaient huguenots, en recherchant dans les registres protestants comme tels, on est venu à bout de trouver la piste des Vézina. Où on retrouve des Vézina, bien évidemment, sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, l'île aux Grues, Montmagny sur la rive sud. Il y en a une partie qui ont émigré vers la ville de Québec, et principalement dans le bout de Charlesbourg. Il y en a moins qui sont allés du côté de Montréal, il y en a quand même. Vers les États-Unis, du côté de la Nouvelle-Angleterre, de l'État de New York, de la Louisiane, du Midwest américain. Vers l'ouest du Canada, on en retrouve au Manitoba. Il y a des métis au Manitoba qui ont le nom de Vézina. En Saskatchewan, il y a eu une famille à Saint-Front qui venait de Portneuf. Cette famille-là est retournée, elle n'a pas resté longtemps, elle est retournée au Québec, mais il y a quelques enfants qui sont demeurés en Saskatchewan, dont, à un moment donné, j'ai rencontré une dame qui était une fille de cette famille-là qui avait marié un Lefebvre. Et j'ai quelques jours avant qu'elle décède. Et à Willow Bunch, il y avait aussi une famille de Vézina, puis eux ont déménagé en Colombie-Britannique. Et pendant longtemps, il y a eu un boulanger qui était nommé Vézina. Et ceux qui connaissent Raoul Granger et compagnie, on a des liens familiaux entre nos familles. Et rapidement, je vais vous mentionner 3, il y en a plus que ça, là. Probablement le Vézina le plus connu de la famille, puis dans ma lignée, c'est Georges Vézina, qui était un gardien de but pour les Canadiens de Montréal, et pour lequel on a donné un trophée qui s'appelle le trophée Vézina pour le meilleur gardien de but de l'année. Je n'oublierai pas tout ce qu'il y a là. Il est mort très, très jeune. Il a joué 16 ans puis il a eu 2 coupes cette année. Il a joué 16 ans pour les Canadiens. En novembre 25, il était malade. Il a quand même participé au match. Il a dû se retirer du match. Il s'est effondré dans la salle des joueurs, puis il est décédé quelque temps au mois de mars de la tuberculose. Un autre personnage que vous mentionnez qui s'appelle Joe Visner, qui était un joueur de baseball aux États-Unis. Il n'y a pas eu une grande carrière dans le baseball professionnel, mais il y a eu une plus grande carrière dans le baseball mineur aux États-Unis. Lui était d'origine métisse. Et c'est un des premiers joueurs d'origine autochtone aux États-Unis. Et il est au renommée du baseball. On ne connaît pas beaucoup de choses sur sa vie. Et le troisième, je dirais, personnage que je voulais vous présenter, c'est Joseph Vézina, qui était un grand musicien, chef d'orchestre, qui a créé l'Orchestre symphonique de Québec. Et c'est lui qui a dirigé la première exécution du Haut-Canada en 1880. Sauf qu'à cette époque-là, le Haut-Canada n'a pas tout à fait, c'est pas tout à fait qu'est-ce que l'on connaît aujourd'hui. C'était plus proche d'un ragtime que c'était proche de l'hymne national qu'on connaît maintenant. Parce qu'il faut se souvenir qu'on était des citoyens britanniques et que l'hymne national du Canada allait jusqu'en 1947, c'était le God Save the Queen. Et même plus loin que ça, même jusqu'on peut dire jusqu'en 1980. Alors, le Haut-Canada a été vraiment joué comme hymne pour la première fois
En 1939, lors de la visite du roi George VI, ils ont joué, évidemment, le God Save the King à l'époque. Et ensuite, au Canada, puis après ça, il faudra attendre en 1980 pour que le Canada soit adopté officiellement comme hymne national du Canada. En Nouvelle-France, quand il y avait un événement officiel, on jouait au... puis je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'on jouait? C'est pas, j'ai un blanc de mémoire aussi. À la Clairefontaine, qui était plus ou moins considéré l'hymne national de la Nouvelle-France. Et entre 1880 et la Deuxième Guerre mondiale, quand il y avait un événement officiel au Québec, on chantait « Vive la Canadienne » ou « à la Canadienne ». Il y a différentes versions du nom. Donc, ça n'a pas toujours été le Haut-Canada qui a été notre hymne. Il y a eu une couple d'hymnes non officiels comme tel. Et pour terminer ça, sur l'école où les terres des business trouvent, ça s'appelle maintenant Bois-Châtel. Et sur les murs de l'école de Bois-Châtel, on a fait, pour le 100e de Bois-Châtel, on a fait 2 murales, une qui représente un tonnelier, puis l'autre qui représente donc Jacques Vézina, et l'autre qui représente Jeanne Marié et les filles du roi. Alors, si vous allez dans le bout de Bois-Châtel, que vous visitez le parc des Chutes Montmorency, ben, promenez-vous dans Bois-Châtel et vous allez voir ces belles choses-là. Et je vous ai mis une bibliographie à la fin. La plupart des livres qui sont là sont disponibles. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Georges Vézina, l'habitant silencieux. C'est tout récent, 2021, et par un nommé Michael Lalancette aux éditions de l'Homme. Si l'histoire de Georges Vézina vous intéresse, vous pouvez vous procurer ce livre-là dans de bonnes bibliothèques, de bonnes librairies, c'est-à-dire. Alors, c'était un aperçu là, du travail que je suis en train de fignoler, de faire pour laisser à mes enfants pour qu'ils sachent d'où ils viennent comme tel. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Là, si vous avez des questions, je peux essayer toujours d'y répondre ou des commentaires. C'est toujours intéressant. Je veux juste dire bravo, franchement, Michel. C'est super. Je peux voir que c'est quelque chose que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont vraiment apprécier. Et puis, moi, j'ai appris beaucoup aussi. Il y a certaines choses que je savais, mais d'autres, définitivement non. Là. Alors, merci. C'est Laurette ici. J'ai vraiment apprécié de voir et puis reconnaître un petit peu les noms qu'on voit en Québec. C'est vraiment bien. Une des questions que j'avais, c'est que pour faire la recherche généalogique, trouves-tu qu'il y avait c'est plus facile de faire la recherche avec les ancêtres en France qu'ici au Canada? Non, c'est le contraire. C'est plus facile, je vais dire, c'est plus facile au Québec. Parce qu'au Québec, à peu près toutes les archives existent, ont été conservées. Puis avec beaucoup, entre autres, on avait la chance que les prêtres et les notaires de l'époque mettaient beaucoup, beaucoup de détails dans les différents actes, soit des actes de baptême, de mariage, de décès ou des actes notariés. Quand on vient, par exemple, du côté anglophone du Canada, premièrement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux archives. Il y a beaucoup moins de détails aussi. C'est très limité les détails qu'on peut trouver. Côté de la France, il y a quand même de plus en plus de documents là, qu'il y a sur Internet. Il faut encore vraiment être capable d'aller là-bas pour faire des recherches. Puis comme il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'incendies, il manque beaucoup de documents. Oui, parce que moi, je trouve qu'ici, surtout en Saskatchewan, que si on veut de l'information sur nos ancêtres, il faut tout payer. Donc, quand on va en France, parfois, ils vont le copier pour nous plutôt que d'avoir bien payé pour toutes les petites choses qu'il faut. Alors, c'est ça. Il y a quand même, je peux juste quand même mentionner qu'il y a certaines sources
Ce sont des sites payants. Je pense, par exemple, à Mes Aïeux, qui est vraiment le site des mariages. Ça, il faut prendre un abonnement pour avoir accès à ça. Par contre, la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, dans la partie gratuite, il y a tous les journaux québécois de l'époque et une des meilleures sources qu'on peut avoir, c'est les avis de décès. Ça, c'est extraordinaire, les avis de décès, parce que ça dit, ben, telle personne est décédée, tel époux de, a laissé ses fils, ses filles, ses petits-fils, ses petites-filles, son oncle, sa tante. En tout cas, il y a énormément de détails qu'on peut raccrocher dans les avis de décès. Le Arthur, je vois que tu avais ton micro ouvert. Oui, mais j'écoutais, mais moi, j'ai resté surpris que tu as reçu beaucoup d'informations en France sur les ancêtres, parce que moi, je n'ai jamais été capable de trouver quoi que ce soit, hein, parce qu'ils ont dit pendant la Révolution, la plupart dans les paroisses, tout a été détruit. Hein. Alors moi, au Canada, j'ai jusqu'au premier, qui est Marin Boucher, qui est venu en 1634, je crois. Mais après ça, quand on arrive en France, moi, je suis allé à Noyon, du côté de mon grand-père et paternel est bien. Je n'ai rien trouvé, même personne sur le nom de Leblanc. Il n'y avait aucune personne de Leblanc dans les registres. Alors, c'est pour ça que je suis surpris que tu aies eu tant d'informations avant les années 1600, avant les années 1600. Je dois dire que moi, je n'ai pas été en France, je n'ai pas eu, pour faire des recherches, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Mais il y a quand même 3 chercheurs qui ont vraiment creusé comme tel. Il y a Jean-Marie Vézina et Richard Vézina. Et Jean-Marie Vézina, c'est un Vézina de la France. Oui, parce que moi, je sais, le premier ancêtre Leblanc, c'est un soldat Carignan-Salière. Et ma grand-mère aussi paternelle, c'est une fille du roi. Mais du côté des Pelchat, les autres sont arrivés un peu plus tard. Alors, c'est après ce temps-là qu'ils sont arrivés. Alors, on n'est pas descendants de filles du roi de ce côté-là. Mais je dois dire qu'il manque beaucoup de documents. Là. Il y a beaucoup de trous. Par exemple, juste la plus jeune des filles, Jeanne, on sait qu'elle s'est mariée. Mais après ça, les documents, on ne trouve pas rien. Les gens qui ont fait les recherches nous disent qu'ils ne trouvent rien. Là. Ce que moi j'ai trouvé, c'est que les actes de mariage ont beaucoup de détails. Et puis pour moi, pour mes grands-parents, on n'a pas pu trouver quoi que ce soit sur les registres français, mais on a un ami qui comprend bien l'allemand et a pu trouver toutes les choses sur mes grands-parents paternels sur un site allemand. Comme André Vézina qui a fait la recherche du côté de l'Espagne, ben lui a été interrompu par la COVID et il a l'intention de retourner là-bas après la COVID, là, quand ça va être plus accessible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas vraiment, mais c'est très intéressant. J'apprécie beaucoup, Michel, parce que ça me rappelle des bons souvenirs de quand je fais mes recherches sur la famille Leblanc, puis la famille Pelchat. Et puis, on s'aperçoit que tous ces gens-là se connaissaient parce qu'on était tous, comme mon grand-père du côté des plantes, là, les autres ils étaient à Château-Richer. Alors, c'est tout proche. Ils devaient tous se connaître, ces gens-là, quand même. Le côté Leblanc, les premiers étaient sur l'île d'Orléans. Et puis, mais c'est incroyable quand même, parce que quand ils sont arrivés, il y avait 2000 personnes. Alors, avec 2000 personnes, c'est pas beaucoup de monde. Non, par rapport, surtout que tu penses que par rapport à la Nouvelle-Angleterre, ils étaient déjà 5 fois plus nombreux Ben oui. À cette époque-là. Il y a quand même des grandes difficultés. Là. Je ne dirais pas que, comme je disais tout à l'heure, ma famille, autant du côté de mon père que de ma mère, c'était des familles extrêmement nombreuses. On dit 15, 18 d'un bord. Et quand tu commences à faire descendre là-dedans, où tu en trouves encore 15, une quinzaine à chaque fois, là, quand tu fais un arbre avec un éventail, tu dis par quel bout que
qu'on peut prendre toutes ces affaires-là. Oui, et puis souvent, ils se marient plus qu'une fois. Ma grand-mère maternelle, la première, elle s'est mariée 3 fois. Et le blanc, c'était le deuxième. Elle a eu des enfants des deux. Et le troisième, elle s'est mariée. Elle avait 48 ans quand même. Mais il y avait des enfants lui aussi. Alors, c'est intéressant parce que là, ça élargit les familles quand même si ce n'est pas directement parenté. Je veux dire, incroyable quand même parce que je veux dire, l'ancêtre, le blanc, il est décédé, il avait à peu près 48 ans. Alors, au mois de décembre, sûrement, c'était accidentellement ou quelque chose comme ça. Et puis, quand lui, je crois qu'il est resté au Canada parce qu'il ne voulait pas refaire la traversée du bateau parce que quand il est allé à Montréal comme soldat, de Québec à Montréal, en revenant de Montréal pour revenir sur Québec, probablement qu'il retournait en France. Ils ont fait naufrage à Trois-Rivières. Alors, moi, je suis sûr que la raison qu'il n'est pas retourné, c'est à cause de ça. Mais ils avaient offert aussi aux soldats du régiment de Carignan de s'établir en Nouvelle-France. Ils mettaient des conditions. Comme une autre chose aussi, même avec l'arrivée des filles du roi, les célibataires pas si chaud que ça à se marier. Alors, Jean Talon a pris, comme on dit, le taureau par les cornes. Il a dit, si vous voulez avoir une terre, si vous voulez être capable d'acheter une terre et surtout d'aller faire la traite des fourrures, vous avez juste un choix, vous n'aurez pas d'autre choix, vous mariez. Point. C'est un peu comme la vaccination. Oui, puis il voulait peupler le Québec, hein, parce qu'il y avait toujours le problème avec les Autochtones. C'est ça. Puis comme l'économie reposait sur la traite des fourrures d'abord, alors il fallait faire un changement de paradigme dans la société aussi. Là. Ah oui, mais les soldats sont arrivés pour protéger Québec contre les Indiens. Oui. La raison pourquoi que les soldats sont arrivés. C'est ça, c'est qu'il fallait rétablir la paix dans la vallée du Saint-Laurent à l'époque. C'est ça. Parce que je pense que l'ancêtre Leblanc est arrivé en 1664. Alors, je peux mentionner aussi qu'une autre difficulté que j'ai beaucoup dans les généalogies d'un bord ou de l'autre, c'est le nombre effroyable de François Vézina et de Jacques Vézina dans la généalogie. Il y en a. Et quand je vais du côté des Giroux, l'ancêtre s'appelait Toussaint, alors ils sont tous crus obligés de les appeler Toussaint après ça. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé plus drôle dans notre famille, du côté de ma sœur Louise, ses parents avec les Dion, son mari c'est un Dion, et le premier Guillon, il y avait des enfants, et il y avait 4 garçons, et sans le savoir, il avait un qui s'appelait Denis, l'autre s'appelait Michel, et l'autre s'appelait Claude. Et ma sœur a les 3 mêmes noms de ces garçons, c'est les 3 mêmes noms, sans le savoir. Ouais. Incroyable, hein? Oui. Il faut dire aussi qu'à l'époque, l'Église jouait un rôle au niveau des noms, des noms des enfants, des prénoms des enfants. C'est qu'il fallait que tu suives. La règle, c'était qu'il fallait que ça soit dans une liste acceptée par l'Église et il fallait que ça corresponde à un saint du calendrier. La seule personne qui n'avait rien à dire dans le choix du prénom de l'enfant, c'était la mère. Alors, le curé avait de quoi dire, la marraine pouvait dire quelque chose, le parrain, le père, mais pas la mère. Non, c'était un peu patriarcal, un peu trop des fois. Oui, mais les mœurs sont bien changées depuis ce temps-là. Et souvent, c'était le nom du parrain ou de la marraine pour l'enfant. C'est ça, oui. Bon. Est-ce que j'allais conclure? Est-ce que Suzanne, j'ai vu que tu avais allumé ton micro. Tu voulais dire quelque chose avant qu'on se quitte? Je voulais présenter comme une cousine un peu éloignée de M. Vézina grâce à votre présentation. J'aimerais peut-être, si possible, peut-être par l'entremise de Claire, vous contacter pour vous transmettre pour partager mon adresse de courriel et si possible, peut-être partager le nom de certaines ressources qui seraient peut-être
un peu de valeur ajoutée à votre présentation qui est vraiment superbe. Je vous admire, je comprends comment les recherches généalogiques deviennent une passion, une grande préoccupation. Et bravo à tous les autres chercheurs aussi parce que c'est vraiment un gros défi et puis un travail fait avec beaucoup d'amour. Donc, merci beaucoup, M. Vézina. OK, c'est pas de problème. Puis, contactez Claire, elle vous donnera mon courriel, puis on se recontactera. J'attends votre courriel. Oui, je vais faire un petit courriel, puis je vous mettrai en copie tous les deux, puis vous pourrez vous retrouver le courriel. Merci bien, Claire. Super. Je pense qu'on va en profiter pour s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je disais, de toute façon, ça, là, l'enregistrement et puis la présentation de Michel, on va le mettre sur notre site internet dans l'onglet ressources. Vous savez, www.vitalité55sk.ca, notre site. Et donc, on va vous mettre tout ça et vous pourrez retourner lire parce qu'il y avait beaucoup de choses écrites. Alors, si vous avez loupé des petits détails, vous pouvez retourner lire la présentation. Et un grand merci à Michel d'avoir partagé ça avec nous, un petit peu de son histoire. Et aussi, moi, j'ai bien aimé les petites pauses sur d'autres choses, enfin, qui n'étaient pas directement, tu sais, les petits événements ou, par exemple, la traversée, le bateau. J'aime bien savoir les petites... on se rend compte que c'est pas une mince affaire, hein, à l'époque. Non, c'était pas juste prendre l'avion et youp, en 8 heures, c'était fait. Hein. Et non plus la croisière s'amuse non plus. Hein? C'était pas une croisière. Non, c'était pas la croisière s'amuse là, non. Loin de là. Hein. C'était la croisière prix, je pense. C'était ça qui était. En tout cas, un grand merci à tous d'être venus. Merci à Michel. J'en profite pour faire un petit rappel sur celle qui va s'en venir dans 2 semaines. Donc, ce sera le 2 novembre. On aura une autre présentation et on va aller à la découverte de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, on aura une jeune personne qui va nous faire découvrir un petit peu son pays. Donc, ce sera un connecté sur la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est dans 2 semaines, le 2 novembre. Et puis ensuite, on a également, je pourrais en profiter quand même pour le dire, c'est pas tout de suite, mais ça arrive vite quand même. Pareil, la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, le 28, pardon. On va avoir la soirée théâtre, le 2e acte de la soirée théâtre. Pour ceux que, je ne sais pas s'il y en a qui avaient vu le premier acte, on fait des relectures de la pièce de Raoul Granger, Le mariage d'Afigaro. Et donc, on avait fait le premier acte en juin. Et puis, donc là, on va faire la lecture du 2e acte. Donc, ça, ce sera le 28 octobre. Et pour cela, s'il y en a qui ont loupé ou même qui étaient là et puis qui veulent juste se remémorer un petit peu le début de la pièce, on va la remettre à disposition à partir de jeudi de cette semaine. Donc, vous pourrez retourner voir le premier acte. Ça vous permettra de rafraîchir la mémoire pour la 2e partie. Donc, voilà un petit peu pour les activités à venir. Et il y aura également du yoga en ligne demain après-midi, à la fin de l'après-midi, à 16h30. Et ça, c'est sur Zoom. Après, on a d'autres activités en personne, mais ça, j'en parlerai pas parce que bon, après, ça, c'est chacun dépendamment où vous êtes. Mais en tout cas, en ligne, voilà pour les petites choses en ligne. Et puis sur ce, je vous remercie à tous d'être venus. Puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à dans 2 semaines pour ceux qui seront là. Merci Michel, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup à tous. Merci à Michel. Oui, au revoir. Merci Michel, merci Claire, merci à tout le monde. Bien, à bientôt, merci. Bonjour tout le monde. Bye. Bye. Bye.